Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez très bien et que cette vidéo va vous plaire parce qu'elle fait appel à un sujet qui vous concerne tous de près ou de loin du moment que vous faites de l'immobilier locatif. Vous êtes forcément concerné par l'augmentation de la rentabilité. C'est quelque chose qui peut-être vous obnubile et vous avez besoin d'avoir des conseils pour justement augmenter cette fameuse rentabilité dans vos parkings, dans vos investissements, dans vos immeubles de rapport, dans vos appartements, studios, T2, T4, maison de rapport, bref, absolument tout. Et on va voir dans cette vidéo quels sont les 6 points que j'ai listés pour que vous puissiez justement pas à pas augmenter votre rentabilité. On commence tout de suite avec le point numéro 1, c'est bien sûr le financement. On parle bien sûr de rendement net, de rentabilité nette, c'est-à-dire de l'argent que vous allez pouvoir sortir au distributeur à la fin de chaque mois une fois que vos loyers sont tombés. Eh bien, si vous n'optimisez pas votre financement, si votre locataire paye par exemple 1 000 € de loyer et que vous avez 1 000 € de crédit, forcément, vous n'avez rien à vous mettre dans la poche puisque tout va partir à la banque dans le remboursement du crédit. Et c'est uniquement à la fin du remboursement complet de votre crédit que vous pourrez avoir des dividendes, si j'ose dire, sur votre investissement. Il convient donc de bien optimiser le financement et de bien discuter avec votre banquier. Aujourd'hui, je fais cette vidéo alors que les banques sont en train de remonter leur taux. On est sur du 5% pour 25 ans, sur du 3,5-4% sur 20 ans. Donc, ce n'est plus comme dans les années 2019-2020 où on pouvait emprunter à 0,9 voire 1% sur 25 ans. Mais tout de même, on peut quand même négocier le prêt avec son banquier, c'est-à-dire étendre la durée, c'est-à-dire au lieu d'emprunter sur 10 ou 15 ans, étendre sur 20 à 25 ans, quitte à payer plus d'intérêt. L'intérêt est de faire baisser la mensualité de crédit de votre bien immobilier pour justement vous dégager un cash flow confortable. Si vous avez 1 000 € de crédit aujourd'hui parce que vous avez décidé de rembourser sur 10 ou 15 ans, si vous remboursez sur 20 ou 25 ans, vous allez faire baisser ce crédit à 600 ou 700 € par mois. Alors avec certes des intérêts qui vont être plus importants, mais néanmoins, il est important de bien voir qu'il est nécessaire de se dégager de la rentabilité, du cash flow net mensuel pour que la banque puisse vous prêter pour un second, un troisième, un quatrième bien immobilier. Après cet excédent, vous pouvez très bien le faire travailler plus vite que le coût de votre crédit sur des produits d'assurance vie ou des contrats de capitalisation ou des ETF ou ce que vous voulez en bourse pour justement faire travailler votre excédent plus vite que le coût de votre prêt. Ça, c'est la première façon d'augmenter sa rentabilité. La deuxième manière qui est très rapide pour augmenter sa rentabilité, c'est bien sûr la fiscalité. Aujourd'hui, si vous avez acheté un bien immobilier que vous le louez en micro-foncier, ce qui veut dire que vous avez un abattement de 30% sur vos loyers, mais que la totalité du reste est soumis à impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, dans la plupart des cas, voire dans 99% des gens que j'ai coachés dans ma vie, ils sont perdants s'ils choisissent le régime du micro-foncier. Il est donc nécessaire ici de bien maîtriser tous les statuts juridiques et toutes les formes fiscales qu'il est possible de faire lorsque on fait de l'immobilier locatif. Est-ce qu'on va faire de la location nue? Est-ce qu'on va faire de la location meublée? Est-ce qu'on va faire de la colocation, de la location courte durée? Est-ce qu'on va choisir plutôt le statut de LMNP ou plutôt LMP directement? Bref, vous devez absolument maîtriser tout ça. Pourquoi? Parce qu'entre un bien qui est loué au régime microfoncier et l'autre qui est loué en LMNP réel, il peut y avoir jusqu'à 1 500-2 000 € de revenus en plus par mois pour un seul et même investissement. Faites donc très attention, c'est pour ça que je ne peux que vous encourager à télécharger le calculateur des investisseurs intelligents qui vient en plus de faire peau neuve et qui vous permettra de bien maîtriser tout l'environnement financier qui gravite autour d'un bien immobilier. Il est nécessaire que vous maîtrisiez parfaitement la fiscalité immobilière avant même de vous rendre chez votre banquier pour négocier un crédit. Pourquoi? Parce que celui-ci va vous poser des questions et va vous tester. Il est donc nécessaire vraiment de bien maîtriser. Avec ce tableau que je vous mets juste ici, vous avez une série de vidéos explicatives pour que vous puissiez bien maîtriser toute la saveur et toute la puissance de ce magnifique tableau que je vous offre. Troisième manière d'augmenter la rentabilité, c'est bien sûr la manière dont vous allez le louer. Je ne parle pas ici de location nue ou de location meublée. Je parle ici de l'optimisation de l'exploitation. Si vous avez fait le choix par exemple de louer votre studio, votre T1 bis, votre T2 à un étudiant, votre étudiant va vous le louer du mois de septembre au mois de juin. Mais du mois de juin au mois de septembre, sur les mois d'été, vous pouvez bien sûr le louer en location courte durée. Vous avez donc à faire un bail de location moyenne durée avec votre étudiant année après année. Vous pouvez même faire un engagement écrit comme quoi, à la fin du mois de juin, s'il vous rend l'appartement, vous vous engagez à le relouer uniquement à lui à partir de septembre ou octobre en fonction de la date de rentrée prévue pour ses études. Mais avec un simple accord, vous pouvez louer peut-être 600-700 € par mois votre appartement sur les mois de l'année normale et le louer 1 500-2 000 € par mois
en Airbnb, en location courte durée, les mois d'été. De cette manière, vous optimisez grandement les revenus et la rentabilité de votre bien immobilier. Également, une autre manière d'optimiser l'exploitation, c'est de bien veiller à ce qu'il y ait le moins de turnover possible. Si vous avez fait le choix, par exemple, de louer à des étudiants en médecine, vous allez louer à des étudiants qui vont louer votre appartement peut-être 7 à 8 ans d'affilée. Ce qui veut dire qu'en termes de turnover, ça va être très réduit. Et donc, moins il y a de turnover, moins l'appartement s'abîme, moins il y a de travaux à faire. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Alors que de l'autre côté, si vous visez plutôt des étudiants qui font un BTS, vous n'avez que 2 ans d'études et donc un turnover qui va être beaucoup plus important. Je vous dis ça parce que c'est vraiment important ici. C'est la raison pour laquelle, moi, de mon côté, sur les appartements que je loue, j'ai 20% de location pour des étudiants et 80% pour des jeunes actifs, à peu près. Je ne suis pas à 20-80 exactement, mais 80% pour les jeunes actifs parce que souvent, lorsqu'ils ont leur premier CDI dans un premier travail, ils vont rester 3 à 4 ans. C'est la durée moyenne du premier emploi lorsqu'on est jeune diplômé. Et donc 3 à 4 ans, lorsque vous êtes responsable, lorsque vous payez vos études, lorsque vous payez votre loyer par vous-même et que ce n'est plus papa-maman qui vous aide justement à payer votre loyer, c'est beaucoup plus simple et vous avez des locataires de bien meilleure qualité que les étudiants. Attention, je ne suis pas là en train de cracher sur les étudiants, j'ai moi-même été étudiant, j'ai toujours payé mon loyer, j'ai toujours respecté le logement que j'occupais, mais c'est simplement ici pour vous dire la répartition que j'ai sur mon patrimoine entre les locations avec les jeunes actifs ou les actifs normaux, tout simplement, les familles, et les étudiants. Quatrième point, ça c'est plus pour éviter la vacance locative, n'hésitez pas à mettre le paquet sur la décoration. Aujourd'hui, un joli papier peint ou des lampes un petit peu design ou en tout cas dans l'air du temps, ça ne coûte vraiment pas cher. Il suffit d'aller chez Maison du Monde, chez Ikea, chez Saint-Maclou pour trouver justement des papiers peints qui sont sympas et qui coûtent vraiment pas cher et que votre peintre peut très bien vous installer si vous n'êtes pas forcément apte à le faire. Moi je sais que je le fais très bien alors que j'avais vraiment 2 mains gauches pour poser du papier peint. J'ai regardé 3 tutoriels sur YouTube et en fait c'est simple comme bonjour de poser un papier peint. Il suffit simplement d'avoir un mur qui est bien prêt, qui est bien propre. S'il est prêt à recevoir de la peinture, alors il est plus que prêt à recevoir du papier peint puisque la préparation est moindre. Il faut simplement faire attention s'il y a des motifs, de bien les ajuster. Je vous dis ça, c'est important parce que si vous avez acheté un appartement dans un lieu où la tension locative n'est pas idéale, ce sont avant tout les photos et la décoration. Donc mettez le paquet sur la décoration et n'hésitez pas, ne soyez pas radin avec ça s'il vous plaît, mais n'hésitez pas à trouver une personne sur Indeed, sur 5euros.com qui est photographe et qui pour 150 € peut venir et faire une vingtaine de clichés de votre appartement. Vous le mettez en situation, vous dressez la table, vous faites le lit, vous ne mettez pas un matelas blanc avec une couette blanche, non, vous apprêtez l'appartement pour que la personne ait l'impression déjà d'y vivre lorsque elle consulte l'annonce. Et un petit peu de la même façon que pour tout ce qui est Airbnb, mettez en valeur l'appartement, vous allez donc susciter plus d'appels, plus de visites et donc vous aurez l'embarras du choix pour trouver le locataire qui sera le plus solvable pour élire domicile. Et en plus, c'est une façon de louer légèrement plus cher parce qu'avec des photos, on peut les arranger, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut et susciter de bons taux de location, de bons taux de vue sur votre annonce. C'est vraiment important. Un 5e point que j'ai déjà évoqué plusieurs fois sur la chaîne YouTube qui est vraiment très important, c'est votre réactivité. Les bons propriétaires ont de bons locataires. C'est vraiment aussi simple que ça. Si votre locataire vous appelle et que son ballon d'eau chaude fuit ou ne fonctionne plus, vous avez 48 heures maximum pour trouver un plombier qui va le remplacer de manière immédiate. Si vous louez en meublé et que le lave-linge tombe en panne, vous devez absolument le remplacer rapidement ou en tout cas montrer à votre locataire que vous êtes réactif et que vous comprenez son désarroi et que n'importe qui aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre avec un lave-linge qui est en panne ou quoi parce que s'il n'y a pas de laverie à proximité, ça peut vite devenir compliqué. Donc soyez réactif pour les moindres petits problèmes. S'il vous demande, n'hésitez pas à répondre. Après, bien sûr, il y a des différences entre ce que le locataire doit faire et ce que le propriétaire doit faire. Il y a des règlements par rapport à ça, donc faites attention aussi, bien sûr, à ne pas vous faire marcher dessus. Mais c'est vraiment important. N'oubliez pas que un bon propriétaire aura de bons locataires. Et enfin, 6e point, ça c'est plus pour la route, mais vous le savez comme moi que c'est à l'achat qu'on gagne son opération, qu'on fait toute la rentabilité brute, nette, ce que vous voulez, on s'en fiche, mais c'est à l'achat, donc c'est à la négociation. Et aujourd'hui, en 2023, on peut enfin négocier des biens immobiliers parce qu'on a jusqu'à 25 à 30% de transactions immobilières en moins que 2021 et 2022. Donc, vous devez en profiter. Il y a des biens immobiliers qui ont du mal à partir. Aujourd'hui, les gens ont du mal à croire que l'immobilier baisse, mais pour autant, c'est pas parce que les prix des annonces ne baissent pas que les biens ne deviennent pas plus négociables. Les agents immobiliers ont besoin de vivre, donc ils ont besoin de faire des transactions immobilières. Il y a même beaucoup d'agences immobilières qui ont mis la clé sous la porte parce qu'il y a moins de transactions. Et si vous allez voir une agence immobilière aujourd'hui qui est en difficulté et que vous avez un bien immobilier à l'intérieur qui est à vendre 180 000 et que vous pensez vraiment qu'il vaut 150 000, expliquez-le à l'agent immobilier. Croyez-moi, c'est différent par rapport aux 3 dernières années, mais il va se battre pour vous l'avoir à 150 000 parce qu'il veut des honoraires à hauteur de 4 à 5% sur ces 150 000 € et ça peut clairement faire survivre son agence. Donc,
faites bien attention à ça. On est à nouveau dans un marché d'acheteurs. Ce sont les acheteurs qui font la loi du marché. Alors ok, peut-être que les taux ont augmenté par rapport à avant, c'est certain, mais ce que vous allez payer plus cher en crédit immobilier et en intérêt, eh bien vous allez le payer en moins à l'achat du bien immobilier, avec peut-être l'opportunité de voir les taux d'intérêt redescendre dans 3 ou 4 ans. Et donc vous pourrez renégocier à la baisse vos emprunts immobiliers dans 3 ou 4 ans. Vous avez donc une période en ce moment qui est vraiment bénie pour justement arriver à faire de bonnes affaires, même si tout porte à croire que c'est l'inverse. N'oubliez pas cette phrase de mon mentor, il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Lorsque les taux augmentent et que tout l'immobilier paraît cher, c'est à ce moment-là qu'il faut aller sur le terrain, qu'il faut enchaîner les rendez-vous, qu'il faut négocier. Et après, eh bien, vous pourrez négocier des taux plus bas sur votre crédit immobilier en faisant racheter votre crédit par d'autres banques d'ici 3-4 ans, en 2026, 2027. Bref, vous verrez que ça viendra plus vite que prévu. Chers investisseurs, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me poser en question dans la partie commentaires juste sous la vidéo toutes vos questions. Je me ferai une immense joie d'y répondre. Et qui sait, ça me donnera peut-être une idée pour un prochain sujet de vidéo. En attendant, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!